de la grande campagne du bonheur, organisée par tous les petits amis de CKSP. Oui, tous les petits radiophiles à travers la province du Manitoba. Quand gentleman et communicateur sont mis ensemble, eh bien, on obtient la figure d'Henri Bergeron. Il avait le souci de la langue française. Il voulait qu'elle soit bien. C'était un grand perfectionniste. Et il a toujours été un grand gentleman également avec les gens avec qui il travaillait. Parce que c'est un homme d'une très grande polyvalence, d'une belle culture, d'une belle personnalité. Bon garçon, magnifique voix. Rien d'autre. Et si propre que vous pouvez même recharger votre stylo dans l'obscurité. Un autre précieux avantage du principe C.F. de Waterman. La première partie de notre programme sera consacrée à la première scène du premier acte de l'opéra Fidelio de Beethoven. Alors nous allons commencer en vous présentant notre animateur, l'aviculteur le plus généreux du monde, Roger Beaulieu. Hi! Le dimanche soir, eh bien, c'était le soir d'Henri Bergeron. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Soyez les bienvenus à un autre beau dimanche. En des voix graves et des dictions et des élocutions parfaites. Et un talent rare pour la lecture et pour la narration. Toujours soignée, élégante, distinguée, recherchée, raffinée. Il voulait que ce soit bien en français, Molière, et en anglais, Shakespeare. Il ne se sentait pas supérieur, il était un égal. Aimé de tout le monde. Il a fait 18 ans, hein, les beaux dimanches. 18 ans. Les assurant que ce sera beau, que ce sera vraiment quelque chose d'intéressant et que ça vaut vraiment la peine ce soir d'être assis dans son salon et d'écouter Radio-Canada les beaux dimanches. En vedette, Gilles Pelletier, Jacques Godin. Bien plus que le présentateur des beaux dimanches, Henri Bergeron a incarné dès la toute première émission de la télévision de Radio-Canada en 1952 le style radio-canadien, style qui allait perdurer jusqu'au milieu des années 80. Henri Bergeron est né le 17 mai 1925 dans le petit village de Saint-Lupicin, dans l'ouest du Manitoba. La famille de sa mère, Rosalie Bourrier, est originaire des Cévennes en France. Son père, Napoléon Bergeron, est originaire de Saint-Charles, au Québec. Comme bon nombre de Québécois, Napoléon Bergeron a émigré vers l'Ouest canadien à la fin du 19e siècle, dans l'espoir d'y trouver une terre et d'y fonder une famille. Ça n'a pas été facile. Nous avions une terre qui n'était pas très bonne. Et on voyait bien que mon père avait de la difficulté à joindre les deux bouts. Henri est le cinquième d'une famille de 13 enfants. Il fait son entrée à l'école Fort de Saint-Lupicin en 1931. La veille de l'entrée en classe, ma mère s'entretenait avec Sœur Céline. C'était deux grandes amies d'ailleurs, et on parlait toujours français. Mais le lendemain matin, quand j'arrive en classe, tout à coup, elle nous dit « Now, children, I won't be able to speak French to you. I will only speak English. » Et le curé du village et toutes les religieuses nous enseignaient le bon français, le bon parler. Parce qu'à l'école, nous avions l'anglais. Alors, il fallait quand même toujours être très conscient de notre grande dame, la langue française. Il fallait respecter et puis vraiment suivre les règles. Dès sa jeunesse, Henri Bergeron est beaucoup influencé par ses parents en ce qui a trait à la qualité de la langue française. J'aimais beaucoup la façon de s'exprimer de ma mère, mais j'aimais le dynamisme de mon père. En 1933, la famille, de plus en plus nombreuse, doit déménager dans le village avoisinant de Cardinal. Henri fréquentera alors l'école Saint-Adélard. Il était sensible à tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il entreprenait. Et il mettait la totalité de son être physique,
psychologique, émotif dans tout ce qu'il faisait. Je pense qu'il faisait de très bonnes études, il performait très bien. Alors le père Champagne lui a suggéré d'aller poursuivre ses études au Collège Saint-Boniface. En rentrant les grands escaliers au parloir, je me suis assis. Près de moi, il y avait un garçon, près de mon âge, avec un petit suitcase et puis une boîte de carton. Puis moi, avec un petit suitcase et une boîte de carton. On voyait les autres rentrer pour la journée de l'enregistrement, des belles grandes valises à 2 poignées. Puis nous autres, on se regardait, timides, tous les deux. Pour la famille d'Henri, envoyer leur fils au collège de Saint-Boniface, le seul collège classique francophone du Manitoba, représente une opportunité exceptionnelle pour ce fils de cultivateur. Cependant, ce déracinement, à plus de 100 kilomètres, sera une grande épreuve pour le jeune Henri, alors âgé de 12 ans. Je me rappelle, le lendemain matin, j'avais 2 pieds en sang du fait que je m'étais tellement frotté les pieds ensemble par nervosité. Puis ça m'a, je pense, marqué jusqu'à un certain point. Je change de vie. Et j'ai été marqué physiquement dans ce changement de vie. Je n'étais plus le petit campagnard. J'étais maintenant dans un filon nouveau de mon existence. Ses orteils saignaient, le pauvre Henri. Alors là, il était venu voir sa famille, mais là, c'est... Et ce qui m'avait impressionné, moi, c'est qu'il avait un canif, comme un petit gars de 12-13 ans, et il avait planté dans la terre. Et Henri avait toujours le sens du dramatique. Il avait planté, et il dit, c'est mon terroir, c'est mon coin de pays, c'est ici que je veux vivre, c'est ici que je veux être. Puis là, pas longtemps après ça, la voiture est arrivée. Je pense que c'était le curé du village qui retournait, peut-être qu'il allait en ville. Puis, en tout cas, quelqu'un venait le chercher. Là, c'était le désespoir. Là. Il voulait, mais... Et moi, je ressentais cette angoisse-là chez lui. Les premiers mois de collège, on se rencontrait des fois dans un coin du corridor, puis on broyait tous les deux. L'ennui de la maison, c'était la première fois qu'on partait de la maison. Quand Henri est parti au collège, là, on avait quoi, 7-8 ans, et ça a été pour nous une grande épreuve. Moi, j'arrivais de Sainte-Anne-des-Chênes, où on parlait le canadien. Comme j'aurais dit, bien, Henri, à cette heure, qu'est-ce qu'on va faire, tu sais? Toi et puis moi. Lui aurait dit, et alors, Fortuna, qu'allons-nous faire maintenant? C'était le contraste. C'est tout à fait juste notre façon de parler. Au collège, Henri est d'une grande timidité. Pour la contrer, il se jette pieds joints dans l'aventure du théâtre. Finalement, c'est en rhétorique que j'ai pu faire mes premières armes sur les planches. Et c'était l'expérience de se faire maquiller, de se préparer pour ses rôles. À l'âge de 19 ans, la passion du théâtre habite totalement le jeune Henri. À l'été de 1944, au lieu de prendre un emploi d'été, il a la chance de suivre des cours de théâtre à Banff. Vu que je le connaissais par sa personnalité vers les arts, le parler français, la culture française, le théâtre, j'ai dit, coudonc, Henri, vas-y donc à ton School of Fine Arts. J'ai dit, même un mois de gage, après tout, ça va se regagner au courant de ta vie, c'est pas du temps perdu. Entre 1944 et 1948, il joue dans quelques pièces au Collège universitaire de Saint-Boniface et dans plusieurs pièces au Cercle Molière, la plus ancienne troupe française de théâtre au Canada. Bernard Bockel est un historien franco-manitobain et l'auteur du livre « Au pays de CKSB ». Ce livre relate les débuts de la carrière radiophonique d'Henri Bergeron au Manitoba. Alors, Henri Bergeron a eu une situation absolument idéale dans son développement. C'est que d'une part, au collège, il pouvait compter sur les jésuites,
leur intérêt pour le théâtre. Et donc là, il a pu donner sa mesure, mais aussi, à la même époque, il y avait le Cercle Molière qui rayonnait. Et là, à ce moment-là, bien, il a un autre terrain d'apprentissage. Donc vraiment, au Manitoba, à ce moment-là, le jeune Henri a le meilleur des deux mondes. J'avais l'ambition de devenir acteur, de devenir comédien. Ça ne s'est pas réalisé, mais finalement, c'est la radio qui m'a happé au passage. Et j'en suis très heureux aujourd'hui. Moi, j'étais en cours d'infirmière. Et puis, un samedi soir, j'étais allée au cinéma. Et puis, Henri, ce même soir, avec Suzanne, était allé au Winnipeg Auditorium. Là, il y avait de la danse le soir. Et puis, il revenait en autobus. On n'avait pas de voiture, hein. Alors, on voyageait en autobus. Puis, c'est là qu'on s'est rencontrés. Puis, ça a été le coup de foudre. Quand je l'ai rencontré, il était en droit. Et puis, à un moment donné, le CKSB, le premier poste français de l'Ouest, devait ouvrir. Puis je pense que ça l'intéressait plus que le droit. Au mois de février, je suis allé voir le docteur Guillot, qui était le président de Radio Saint-Boniface à ce moment-là. Je lui ai demandé quelles seraient mes chances d'entrer au service de CKSB. Ah, il m'a dit, mon cher ami, vous savez, vous pouvez entrer dès aujourd'hui, si vous voulez. On n'osait pas interrompre vos études de droit. Ben, j'ai dit, ma décision est faite. J'entre maintenant au service de Radio Saint-Boniface. Alfred Monet, un collègue d'Henri Bergeron au Collège Saint-Boniface, nous parle ici de la difficile décision qu'a dû prendre le jeune Henri à cette époque. Tellement surpris parce que je pense que je lui ai dit, je pense pas que tu fais une bonne décision. Donc, on ne connaissait pas la radio. On ne savait pas quel était son avenir. Comme il aimait raconter, quand il a décidé d'arrêter, ben, c'était la grande horreur pour l'universitaire responsable parce que à cette époque-là, des gens dans le domaine de la radio, c'était, comme il disait, des viveurs, des saltimbanques. Moi, j'étais le seul étudiant en droit depuis une quinzaine d'années. Alors, il y a eu l'avenir pour Henri Bergeron en droit. Puis j'ai été très surpris, puis un petit peu, pas découragé, mais un petit peu disant, ben, je ne sais pas si tu fais une bonne décision, Henri. Puis je me souviens de lui avoir dit ça. Je l'ai regretté après. CKSB Saint-Boniface, votre premier poste français dans l'Ouest canadien. CKSB, votre poste est maintenant sur les ondes. Et ça a été toute une inauguration, hein, le premier poste français de l'Ouest. Hein. Alors, tous les francophones étaient à l'écoute hein, ce soir-là. Oh, mon Dieu. CKSB présente nos chansonnettes françaises. Madame, monsieur, avez-vous déjà songé à vous... La première émission de CKSB à Saint-Boniface, au Manitoba, oui, c'était quelque chose d'extraordinaire. Nous étions trois, Henri Bergeron, Émile Savoie et moi-même, les trois premiers annonceurs de CKSB pour l'ouverture officielle le 27 mai 1946. Et quand je dis ça encore, j'ai des soubresauts là, en voulant dire, mon Dieu, quelle belle époque. Et maintenant, nous voici rendus dans le corridor et je crois que nous avons plusieurs petits talents ici à écouter, n'est-ce pas? Alors, c'est ça? Tout le monde? Oui, bon. Henri Bergeron était l'homme à tout faire de CKSB. Il animait des émissions jeunesse, tout comme il présentait des émissions de musique country. De plus, il entraînait sa sœur Liliane à devenir animatrice à son tour. Et puis, il fallait que je prépare mon émission, qu'on prépare des concours de recettes et tout ça. Et vraiment, je connaissais rien à la cuisine, mais je me débrouillais bien et j'aimais ça. Le Club des ménagères Five Roses avec Mademoiselle Liliane. Bonjour, mesdames et mesdemoiselles. Je suis heureuse de me trouver parmi vous encore une fois. La radio, à ce moment-là, dans l'Ouest, n'avait encore jamais été entendue en français. Les que vous avez à faire sont encore très nombreux. Songez bien qu'un présent doit être tout d'abord utile. Donc, il n'y a aucun doute qu'Henri Bergeron a conscience d'être un pionnier de la radio dans l'Ouest. Et un jour, il a eu une demande pour venir à Hull comme annonceur.
Alors là, on savait que c'était quand même l'avenir, hein, pour lui, en français, le Québec. En 1949, Yvonne, Henri et leurs 2 enfants quittent Saint-Boniface pour s'établir à Hall. J'étais nouvelliste à CKCH à Hall. Pour moi, Henri Bergeron, ça a été... C'était un type qui ne s'imposait pas, qui nous apprenait beaucoup de choses, mais il le faisait tout le monde avec beaucoup de délicatesse. Pour nous, c'était une révélation, hein, parce qu'il apportait une dimension à la radio de CKCH, c'est comment. Et c'est assez étonnant, on se disait un gars de l'ouest du pays qui vient nous enseigner le français. Ça nous paraissait drôle à l'époque. Ça semblait se demander exactement ce qu'en était. On a vite compris. Après quelques courtes années de service à la station CKCH, Henri, qui venait à peine d'en rehausser le prestige, est déjà recruté pour devenir le premier annonceur de la télévision au Canada. C'était en 1952. J'avais pas de poste, mais j'ai pris les enfants, puis je suis allée sur la rue principale à Hall. Puis là, dans la vitrine, le marchand de télévision avait mis un appareil. Et puis là, on pouvait voir. C'est comme ça que je l'ai vu la première fois. Même j'ai été obligée de me faufiler là, à travers les gens pour le voir. Il y avait du monde. C'était nouveau, hein? C'était bien excitant. L'arrivée de la télévision a marqué énormément les communications, tous les moyens de communication d'ailleurs. Et Henri a vécu ça là, vraiment là, dans le vif de l'action, au Canada tout au moins. Il n'y avait rien qui avait été fait dans ce domaine-là avant. Tout était un peu à faire. Et ça, le soir, le 6 septembre 1952, également, ça a été très important. Même Henri, à l'époque, il croyait beaucoup plus à la télévision que bien des gens qui y travaillaient au tout début. Henri était allé, d'ailleurs, je pense, dans les années... au tout début des années 50, était allé voir un premier poste de télévision aux États-Unis et ça l'avait marqué. Pour lui, c'était l'avenir des communications. Quand vient après la télévision, là, il sait qu'il a vraiment une véritable chance de devenir un pionnier de la télévision. Et pas juste en français, mais aussi en anglais. Et c'est pour ça qu'il avait ce poste qu'il occupait avec une facilité extraordinaire. En premier lieu, Joseph Kripps nous offre l'ouverture de Don Giovanni. Ladies and gentlemen, this is Henri Bergeron, welcoming you to the concert hour. Dites-vous bien, là, qu'en 52, la télévision, on ne connaît pas ça. Et les 2 réseaux voient le jour en même temps, ou à peu près en 52. Radio-Canada présente Concert pour la jeunesse. Henri Bergeron était un généraliste. Il pouvait animer des émissions pour enfants à la télévision, comme il pouvait faire des émissions d'information. De plus, il était la voix pour les publicités de Coca-Cola et de Molson. Il y a de mieux, il n'y a pas d'erreur. Molson, c'est la meilleure. Dans le temps, tous les commerciaux étaient en direct. Et si propre que vous pouvez même recharger votre stylo dans l'obscurité. Ceci vous explique pourquoi, chaque année, près d'1,5 million de Canadiens achètent régulièrement des obligations d'épargne du Canada. Et Henri est la voix de Radio-Canada à la télé, la première voix. Il y en a eu d'autres. Mais c'est la sienne dont on se souvient, parce qu'il était le premier, et parce qu'il faisait à peu près tout. Eh bien, il y avait un poste de télévision à Montréal, Radio-Canada. Alors, vous aviez un auditoire captif. Les beaux dimanches qu'animait M. Bergeron, enfin, il a continué bien longtemps, mais toutes ces émissions culturelles, les gens regardaient parce que si on ne regardait pas, on allait dormir. Il n'y avait pas d'autres stations de télévision. Roger Beaulu! Oui, Henri. J'arrive de voyage, je viens d'apprendre que le gros lot n'est pas encore sorti, le gros lot de 5 000 $, mais est-ce que vous êtes certain qu'il est dans un des œufs? Ben oui, voyons, Henri. Regardez bien. Tiens, voilà! Il faut bien se rappeler qu'à l'époque, la télévision est naissante.
Il n'y a pas de concurrence. On est tout seul. Et ce n'est qu'en 62 que TVA va arriver. À l'époque, ça s'appelait Télémétropole, Canal 10. Alors, ça veut dire que de 52 à 62, on n'a pas de rivalité, sauf évidemment le réseau anglais. Mais c'est pas un rival, ça. C'est pas la même langue. Henri avait l'extraordinaire souplesse de s'adapter à la durée variable des émissions, ce dont l'a particulièrement servi tout au long de la série L'heure du concert. Ce soir, nous vous présentons des œuvres de Beethoven, Chopin et Ravel. La première partie de notre programme sera consacrée à la première scène du premier acte de l'opéra Fidelio de Beethoven. Il connaissait très bien l'œuvre et puis il pouvait additionner un peu avec sa présentation, en mettre un peu plus ou en enlever. Notre spectacle de variété sera un itinéraire autour du monde. À l'époque, c'était sacré, ça. La qualité de la voix, il fallait avoir une voix grave, des voix de baryton, des voix de basse. La parfaite voix radiophonique, il savait la moduler, il savait en faire ce qu'il voulait. Et puis, il a eu la chance aussi d'être beau, ou, pour utiliser le mot technique, télégénique. C'est pas le français parisien que parlait Henri Bergeron et ses collègues. C'était un français collé à la réalité d'ici aussi. Un français international, disait-on, mais c'était pas l'accent de Paris. Oui, le gros lot voit encore ce soir la somme de 5 000 $ à la poule aux œufs d'or. Quand vient l'heure du divertissement, oui, la vie a ses bons. Il a fait comme la poule aux œufs d'or. Et dans chaque situation, il était toujours fidèle à la langue. Il faisait partie du groupe, de l'équipe, mais sans jamais perdre sa seule vocation de parler un français impeccable. Et les pionniers, Bergeron et les autres, son collègue Raymond Laplante, le grand Miville Couture de la radio, tous ces gens-là ont créé une tradition et on reconnaît encore les voix de Radio-Canada. Toute l'équipe est au complet ce soir, les vacances sont terminées à la poule aux œufs d'or. Alors nous allons commencer en vous présentant notre animateur, l'aviculteur le plus généreux du monde, Roger Beaulieu. Hi! L'équation se fait toujours de la façon suivante. Henri Bergeron égale Radio-Canada. Et lorsqu'on parle de Radio-Canada, on parle de la grande qualité de Radio-Canada au niveau du bon parler français, des présentations et ainsi de suite. Ça a toujours été un petit peu l'image qu'on a eue d'Henri Bergeron, des grands événements. Sortira de la cathédrale Saint-Paul, sera placé à bord de la prolonge d'artillerie. Henri Bergeron était le présentateur officiel pour tous les événements importants de l'époque. Il a été là pour les funérailles de Winston Churchill à Londres en 1965. Le général va de chaque côté de ce balcon au-dessus de l'entrée principale de l'hôtel de ville pour saluer tout le monde. Pour la visite du général Charles de Gaulle en 1967. Vive le Québec libre! Et surtout pour le défilé de la Saint-Jean-Baptiste en 1968. Un événement qui a changé dramatiquement la manière de couvrir les événements à la télé de Radio-Canada. Voici maintenant à l'estrade d'honneur. Il se produit quelque chose à l'estrade. Donc il y avait une règle d'or, c'est que le commentateur ne pouvait parler que de choses qu'il voyait à l'écran. Maintenant, on est maîtrisé, un assaillant. Tout ce qui se passait à l'extérieur de l'écran, il ne pouvait pas le commenter. Et il faut dire qu'il y a un très grand nombre de policiers ici présents et Henri et Gaby n'avaient pas eu le droit de commenter et d'expliquer ce qui se produisait. On avait tout simplement dit, vous n'êtes là que pour le défilé de la Saint-Jean. Je pense, Henri, que nous devrions terminer ici. Et ça, c'est un incident par excellence qui fait que, bon, dans certaines circonstances, comme apparaître comme une espèce de censure. Et c'est suite aux événements de 68 que le service des annonceurs a été quelque peu démantelé pour faire place finalement à un service
journalistique avec un contenu éditorial et un service de présentateur. Alors, c'est ce que Henri avait opté. Lui, il avait opté pour être un présentateur, annonceur, plutôt que journaliste. Henri faisait son travail, le faisait bien, mais c'était jamais, cependant, l'annonceur qui pouvait, comment dirais-je, provoquer. Dans cette perspective-là, celui qui est journaliste, surtout à une époque pionnière, comme la télévision par exemple, qui est le médium par excellence populaire, eh bien à ce moment-là, le journaliste est pris entre le pouvoir et le public. Le volet de la carrière qui plaisait le plus à Henri Bergeron était sans contredit la couverture de l'aventure spatiale américaine. Ici, des hommes de la planète Terre ont posé pour la première fois le pied sur la Lune, juillet 1969. Nous avions une tâche très difficile parce qu'il fallait décrire des choses très techniques. Alors ça, c'était du ressort de Marcel Sicotte. Et moi aussi, je devais essayer de trouver les mots pour le dire. Alors, j'avais fait des lexiques et tout ça, nous en avions parlé beaucoup. Et à un moment donné, c'est devenu tout naturel de raconter cette histoire-là tout à fait en français. Au tout début de cette grande aventure, à 9h30 du matin environ, alors que le compte à rebours en était à ses dernières secondes, et la fusée Saturne V devait bientôt prendre son vol. Il a développé en astronautique et dans le domaine des navettes spatiales un vocabulaire en français qui a été là aussi utile et qui a été repris, dont des termes ont été repris un peu partout dans la francophonie. Alors ça aussi, c'est un apport important. Eh bien, voilà pour les événements d'aujourd'hui, ce qui s'est passé aujourd'hui même. Si vous voulez, nous allons maintenant nous reporter... Henri Bergeron est incontestablement un géant devant la caméra. Mais lorsqu'il passe derrière la caméra, il s'efface toujours pour mettre en vedette ceux qu'il aime, c'est-à-dire les membres de sa famille. Ça a démontré, le montage a démontré un petit peu le genre de jeunesse qu'on a eu avec Henri, qui nous faisait faire toutes sortes de choses. Des voyages, le bateau, le camping. Dans les années 50, Henri était un homme de gadgets. Et il y avait à l'époque des ciné-caméras. On avait sorti les fameux 8 mm. La bague perdue. Un long métrage mettant en vedette Lorraine Bergeron et Denis Bergeron. Il montait toujours un petit peu des scénarios lorsqu'il filmait. Et évidemment, il y avait des lumières, mais des grosses lumières à l'époque. Alors on savait quand il tournait, on n'avait pas le choix. Une bague perdue. À qui appartient-elle? Et voici une personne très déçue qui a perdu une bague. Elle la cherche avidement. Et tout à coup, elle la voit au doigt de ce jeune homme. Mais non, pas du tout. Ce n'est pas à vous. Mais j'y tiens. C'est à moi, cette bague. Alors, vous voyez que dans ces petits films-là, c'était aussi sa fierté. Sa fierté de... Parce qu'on ne le voit pas, on l'entend. C'était sa fierté, alors, de filmer son monde. C'est un homme de famille, hein? Alors il tenait beaucoup à la famille, alors il voulait qu'on puisse garder des souvenirs. Hein? Ce que possède la famille, lorsque nous allons en voyage et tout, nous rapportons des souvenirs, nous rapportons beaucoup de choses. Ça revêt une très grande importance pour la famille.
Tout ça tombe dans une espèce de trésor familial que pourront se partager ensuite les enfants qui, par la suite, auront quelque chose en main. Avec tous les petits voisins, dans les environs, de la rue Filion, de la rue Poirier. Les petits Ferguson sont dans la partie. Pour lui, Henri, homme de communication qu'il était, il devait toujours un petit peu expliquer ce qu'il voyait. Notre-Dame de Lourdes, Manitoba. Là, c'est une fausse arrivée à Notre-Dame de Lourdes. Normalement, nous serions arrivés par l'autre bout du village. C'est intéressant parce qu'avec les années, on s'est rendu compte que les commentaires qu'on a entendus d'Henri, par exemple, dans ses films, 30, 40, 50 ans plus tard, ça nous rappelle des beaux souvenirs et ça nous remet aussi un petit peu dans le contexte. Même si Henri n'était pas souvent présent à cause de son travail, à chaque fois qu'il était présent, c'était une présence de qualité. 5 enfants, ça représente quand même une certaine responsabilité, mais en même temps aussi une certaine stabilité. La vie sociale d'Henri n'a pas été très, très chargée. C'était pas l'homme qui avait énormément d'amis, qui pratiquait des sports ou des loisirs pour lui seul. Il pratiquait des loisirs et des sports pour la famille, finalement. Il s'était dit, tiens, peut-être un projet. Alors, on a fait faire ce fameux bateau qu'on a gardé 5 ans. Puis après le bateau, bien là, on a fait du motorisé, la fameuse campagnole, comme il disait. La bagnole de camping, Campignole. Nous nous arrangeons toujours pour amener les enfants en vacances dans la Campignole avec nous l'été. Avoir un très bon contact avec les petits-enfants, c'est très important, parce que ce sont eux qui vont continuer l'esprit de la famille également. Approche ici, là. Viens-t'en, Julien. Viens-t'en. Et puis là, le chien est arrivé, puis il m'a poussé dans l'eau. Et puis mon papa, il a fait le tour par ici, il est descendu, puis il m'a attrapé par les bretelles. Et sais-tu, il m'a sauvé. Alors après ça, on disait, heureusement que les bretelles ont bien tenu. C'est pas facile d'être le fils d'Henri Bergeron, comme ce n'est pas facile d'être l'enfant d'une personnalité connue, d'une personnalité qui a laissé sa marque, en quelque sorte, dans un domaine précis. Et surtout, lorsqu'on est dans le même domaine, les gens ont tendance à comparer. Oui, et de plus en plus, j'ai l'impression, au cours des ans, plus il fait de l'animation. Mais vous savez que Denis attendait à la porte que je quitte mon emploi à Radio-Canada avant de revenir véritablement dans le métier. Ça, je l'ai compris le jour où j'ai quitté Radio-Canada. Là, immédiatement, Lorsque Henri a pris sa retraite de Radio-Canada, c'est là qu'en 87, j'ai accepté de faire une émission quotidienne à Radio-Canada. Mais j'aurais eu de la difficulté à faire ça parallèlement à la carrière d'Henri. D'ailleurs, Henri m'a remplacé à quelques reprises aux Anges du matin à Radio-Canada. Il travaillait avec Christine à l'époque, et puis moi, pour une raison de santé, j'avais dû m'absenter quelque temps, et puis Henri avait pris la relève. C'était le premier animateur, annonceur au Canada, Henri Bergeron, mesdames, messieurs. On avait fait l'émission et je me rappelle qu'il avait eu le trac, je pense, pendant toute l'émission. Parce que c'était un homme qui était très perfectionniste. Il préparait ses émissions, il écrivait ses textes de présentation, il faisait de la recherche pour que lorsqu'il s'adressait à la caméra, il savait de quoi il parlait. S'il parlait d'un opéra, il avait tout lu là-dessus. Il était super informé. Mais je me suis aperçue que c'était un homme qui avait un trac incroyable. Et ce trac s'est amplifié au fil des années de travail. Au début de la télévision, ça a été difficile parce que, vous savez, on n'avait pas des salaires extraordinaires et puis tout était à faire à ce moment-là. Et je pense que j'ai puisé dans la famille tous les éléments qu'il fallait pour être capable de relever le défi.
a été un bon père de famille, un bon époux, puis un bon père de famille. C'était un homme de très grande dignité, de très grande distinction, qui avait un souci perpétuel de la qualité de la langue. Radio-Canada, en collaboration avec le ministère des Affaires culturelles du Québec, par son Office de la langue française, vous présente de Montréal les 1er et 3e dimanches de chaque mois, le français d'aujourd'hui. S'il y avait un authentique comédien dans Henri Bergeron, le rôle qu'il avait décidé de jouer, c'était d'incarner la langue française. Aux emplettes, n'est-ce pas? Alors, Madame Spilka, nous entendons très souvent des gens qui disent centre d'achat, magasin rayon ou encore magasin à chaîne. À qui et à quoi faut-il se fier? Le français d'aujourd'hui. Tout ce qu'a fait Radio-Canada pour ce qu'on a appelé le raffermissement linguistique, le souci qu'on s'exprime dans un bon français et dans un français aussi où il n'y avait pas de snobisme. Et je pense aussi que ce qui était remarquable chez lui, c'est que le français dans lequel il s'exprimait à la télévision, c'était le français dans lequel il s'exprimait dans la vie de tous les jours. Je serais moi-même en tout temps et je ne voulais pas parler autrement que à ma façon de dire les choses. Paul Bervel, qu'est-ce que vous faites là? Je suis en train de faire ma liste d'emplettes pour Noël qui s'avance à grands pas. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a sur cette... Mais là, une poupée qui marche. Et grandeur nature, j'imagine? Oui, elle travaille à une discothèque. Il a réussi cette adéquation parfaite entre lui-même et un grand mouvement social, une grande exigence humaine par rapport à la langue française. Ce souci du bon parler, Henri Bergeron a voulu le transmettre aux plus jeunes à plusieurs moments de sa carrière. Il est devenu un professeur très recherché. Il a donné des cours à l'Université de Montréal et au Conservatoire La Salle durant de nombreuses années. L'homme qu'on regardait tous les dimanches soirs dans notre salon, chez nous, dans mon petit village, devant la télé, cordé en famille, j'allais l'avoir comme professeur un jour. Et je me souviendrai toujours, mon père n'arrêtait pas de dire quand il le voyait à la télé, « Ça, c'est un homme. Ça, c'est un communicateur incroyable. C'est possiblement le meilleur qu'on ait. » J'ai entrepris un autre filon, c'est d'essayer de transmettre à d'autres jeunes qui s'engagent dans ce métier-là ce que j'ai appris, moi. Je trouve ça extrêmement important et je trouve ça surtout passionnant. À ma première journée, alors que j'étais assis dans la classe d'Henri Bergeron, il prenait les présences et il nous demandait de se nommer, de se présenter. Et j'oublierai jamais, alors que j'ai dit mon nom, il m'a repris en me demandant de répéter mon nom. Je répète mon nom. Il me redemande de m'identifier à nouveau. Je le fais une 3e fois, jusqu'à temps qu'il me dise ceci. « Votre nom, ce n'est pas Gino Chouinard, c'est Gino Chouinard. » Et à partir de ce jour-là, jamais plus je n'ai prononcé le nom de famille Chouinard de la même façon. Henri Bergeron a ainsi inventé le Mirovox, un appareil de réflexion de la voix favorisant la pose de la voix et la correction de la langue. Il avait inventé un petit bidule à l'époque qu'on se mettait autour de la tête ici, qui faisait en sorte qu'il y avait un petit carton qui dirigeait la voix vers l'oreille externe, qui est ici, et il nous suggérait de boucher l'oreille interne. De cette façon-là, on pouvait vraiment entendre la voix que les gens entendaient quand on parlait. Je pense qu'il sentait en moi le désir d'aller plus loin. Et il m'avait offert la possibilité de suivre des ateliers avec lui. Évidemment, j'étais gêné, j'étais mal à l'aise, j'étais même timide qu'Henri Bergeron ait envie de m'offrir davantage de conseils, davantage de trucs en atelier privé. Et évidemment, je le paye à la fin de la session. Lui, il refuse que je le paye. J'insiste, mon orgueil me motivant à le payer absolument. Alors, je force la note et j'arrive à lui donner un peu d'argent, je ne me souviens pas combien. Alors, il me demande de revenir une 2e fois à condition de ne plus le payer. Je suis allé, je n'ai pas payé cette fois-là et je me suis senti coupable. Alors, j'ai cessé ces ateliers-là par orgueil. Et je me suis aperçu des années plus tard
que ça a été une grave erreur de ma part. Parce qu'aujourd'hui, je le vis. J'aurais envie, des fois, d'enseigner à des jeunes sans le moindre sou, juste pour leur donner des conseils, des trucs. Et j'ai constaté que c'est ce qu'ils souhaitaient faire avec moi à l'époque. Je pense qu'ils souhaitaient tout simplement me parrainer, m'offrir une petite partie de ses connaissances gratuitement, sans savoir si un jour ça allait me servir. C'est un de mes grands regrets, d'ailleurs. J'aurais dû continuer. Mais, hein? Quand le gouvernement du Québec a décerné le prix Georges-Émile Lapalme à M. Bergeron pour la qualité et le rayonnement de la langue française, je pense qu'on a bien reconnu à cette époque le rôle exceptionnel qu'il avait joué pendant plusieurs décennies pour contribuer au raffermissement, à l'amélioration du français parlé, non seulement au Québec, mais au Canada et en Amérique du Nord. Ce qui a marqué vraiment la génération d'Henri, ça a été effectivement toute l'évolution technologique en communication. L'avenue de la télévision, la télévision couleur, pour Henri, ça a été quelque chose, d'ailleurs, c'était lui qui identifiait les émissions couleur de Radio-Canada à l'époque. Une émission couleur de Radio-Canada. Donc, ça a été cette évolution-là qui, dans le domaine des communications, a marqué beaucoup toute notre génération. Le problème, c'est que la nouvelle génération connaît très peu de cette histoire. Il y a un point en commun vraiment en ce moment entre le Québec et le Manitoba français, et c'est le fait que tous ceux qui ont au-dessus de 40 ans vont se souvenir tout de suite d'Henri Bergeron, et les moins de 40 ans ne s'en souviendront pas. Le trophée Radio Monde 1957 à Henri Bergeron. La carrière d'Henri Bergeron a été émaillée de nombreux prix, dont celui de Monsieur Radio Monde dès 1957. En 1978, il est nommé officier de l'Ordre du Canada par le gouverneur général Jules Léger. En 1995, il est fait chevalier de l'Ordre du Québec. En 1983, l'Université du Manitoba lui a remis un doctorat honorifique en droit. En 1998, l'école élémentaire d'immersion française Queen Elizabeth a été rebaptisée École Henri Bergeron. Je vais déclarer l'école Henri Bergeron ouverte. Tous ces honneurs sont venus couronner une carrière bien remplie. Je vais dire comme mon fils Sylvain a dit, papa a eu deux peurs dans sa vie. La première peur, ça a été de l'eau. Et puis, il dit, sa deuxième peur a été pour la langue française, et il a veillé sur elle toute sa vie. Bonsoir, mesdames et messieurs. À la toute fin de la carrière, on disait tout simplement à Henri, « Henri, tu as une présentation, on a le studio pour 15 minutes, il faut faire ça rapidement. » Mais là, ça devait le frustrer à l'extrême. Ne se moquez pas de lui de façon méchante. Il y en a qui suggéraient qu'on l'écarte un peu de la circulation parce qu'il était dépassé par des événements. Bon. Mais ce qu'on aurait pu le reprocher, et c'est ce qu'on a fait vers la fin, surtout ceux qui n'ont pas été engagés à Radio-Canada, c'est qu'on le reprochait d'être encore axé sur des règles moyenâgeuses. L'homme qui avait fait sa carrière à Radio-Canada et qui, à un moment donné, eh bien, avait hâte quand même de pouvoir prendre sa retraite parce qu'il comprenait à ce moment-là que tout l'effort des pionniers était considéré comme dépassé par la jeune génération. Il se consolait, Henri Bergeron, en disant, et puis en pensant évidemment à son Saint-Lupicin, à son Manitoba, à sa terre natale, que les défricheurs, eh bien, c'est pas les défricheurs qui vont récolter le meilleur blé, ça c'est sûr. En 1985, à l'âge de 60 ans, Henri Bergeron prend sa retraite de Radio-Canada. Il peut désormais consacrer plus de temps à sa famille, particulièrement à ses petits-enfants. Cependant, une autre passion va désormais prendre une place importante dans sa nouvelle vie. Il va se mettre à l'écriture.
Il publie entre 1989 et 1995 2 livres racontant son enfance et sa jeunesse au Manitoba. Un bavard se tait pour écrire et Le cœur de l'arbre, le bavard récidive. Il publie aussi en 1992 un ouvrage sur les techniques de communication. La communication, c'est tout. Et en 1998, il fait paraître un ouvrage de fiction intitulé L'Amazone, dans lequel il relate l'histoire des pionniers francophones au Manitoba. La langue écrite, pour moi, ce n'était qu'un moyen intermédiaire, disons, d'arriver à l'oralité. Alors j'écrivais n'importe comment, mais là, j'ai appris véritablement à écrire. Et quand j'ai pris ma retraite à Radio-Canada, de Radio-Canada, je me suis donné comme projet d'écrire, de parler des gens que j'avais connus dans mon enfance au Manitoba. Son premier livre, c'était sur justement son enfance. Et puis, il nous faisait lire le manuscrit pour voir est-ce que ça a de l'allure, tout ça. Et puis, nous, on était contents. Puis, on se retrouvait, évidemment. On faisait partie de cette famille-là. Henri Bergeron a écrit. Il a fait deux autobiographies. Il a écrit sur sa vie. Et il s'est arrêté vraiment au début de la télévision. Moi, je trouvais qu'il n'y avait rien dit sur la télévision. Et je me suis intéressée à ce grand jardin. Ce grand jardin qu'il a cultivé pendant tant d'années, minutieusement, avec amour. Le lien entre Henri Bergeron et le Manitoba a toujours été fort. Il retournait régulièrement dans son coin de pays, soit pour la promotion de ses livres, ou pour revisiter son Saint-Lupicin, ou encore pour revoir sa famille et ses amis. Donc, la fidélité à ses racines a toujours fait qu'en dedans de lui, il y avait toujours un léger déchirement quand même. Et puis évidemment, il y avait la reconnaissance pour CKSB. Henri Bergeron savait que l'effort pionnier qui avait été fait, avoir cette radio en français, c'était un miracle, c'était quelque chose d'impossible. Il était bon communicateur, mais quand Henri Bergeron, dans une salle, si on était 5-6 là-dedans, chez moi ou ailleurs, en train de prendre un verre, quand Bergeron prenait le crachoir, il n'y a pas un chat qui pouvait mettre une phrase dedans, même un mot. On changeait ça, des fois on disait la douleur. Mais il y avait c'était un petit défaut ou un petit péché mignon, il parlait fort. Malgré qu'Henri était vraiment célèbre, puis je le savais qu'il l'était, parce qu'on entendait beaucoup parler de lui, quand il revenait là avec moi, là, puis qu'on était juste les deux, ben là, il dit, là, si j'ai une journée complète, là, on s'en va faire notre pèlerinage. Alors, on allait à la campagne. Jusqu'aux tout derniers instants de sa vie, Henri Bergeron se livrera corps et âme à ses deux passions, l'amour de son coin de pays et les communications. On devient les gens qui doivent disparaître, c'est vrai, mais on a encore beaucoup à dire et beaucoup à faire. Et c'est pour ça que j'ai encouragé les aînés à écrire et à laisser des traces derrière eux. Il a travaillé jusqu'à la fin. Hein? Lui, même sur son lit de mort, là, il y avait 2-3 personnes devant lui, là, des gens qui venaient le voir. Là, il partait en conférence, comme s'il était au travail. Il a travaillé jusqu'à la fin. Oh. Le 10 juillet 2000, Henri Bergeron est mort d'un cancer à l'âge de 75 ans. La moitié de ses cendres ont été enterrées dans l'arrondissement de Saint-Laurent à Montréal, là où la famille s'était établie lors de son arrivée en 1952. Selon sa volonté, l'autre moitié de ses cendres ont été acheminées au vieux cimetière de Saint-Lupicin pour y être enterrées près des restes de ses parents. Un grand cœur et généreux,
pour sa famille, mais pour tous ceux qui l'entouraient, hein, tous ses amis. Il y avait toujours du temps pour tout le monde. Il y avait une poignée de main, non pas de... C'était solide, c'était une poignée de cœur. Une poignée d'amitié. Un grand humain. Il était beau, très beau, généreux. Ça, c'est ce qui le caractérise le plus. Non, c'est pas un homme qu'on peut oublier.